Bonjour, je me présente, je m'appelle Sophie Rakowski et j'interviens ici en tant que sophro-analyste à la maison Cocon et Papillon. Donc, je souhaite la bienvenue, je vois qu'il y a Anaïs et Cricri connectés avec nous, donc merci de nous avoir rejoints. Voilà, écoutez, on va passer un petit moment ensemble en cette fin de journée, pluvieuse, mais ensemble. Donc, je vais essayer de vous présenter qu'est-ce que c'est que la sophroanalyse. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, là-bas, je suis formée en tant que sophrologue, relaxologue. J'interviens ici en tant que sophroanalyste. Alors, la sophroanalyse, elle a été mise au point par le docteur Claude Imbert. Et c'est une thérapie brève et une pratique qui s'appuie sur deux outils essentiellement, qui est la sophrologie et l'analyse transactionnelle. Alors, la sophrologie, parce qu'on utilise les exercices de respiration et on travaille dans un état de détente, l'état sophroliminal, qui est un état entre la veille et le sommeil, pour aller chercher en fait dans l'inconscient des odeurs, des sensations, enfin différentes choses pour nous permettre de travailler ensemble. Et on utilise également l'analyse transactionnelle. Donc, moi, mon rôle en tant que sophroanalyste, c'est d'être avec vous en toute bienveillance, en toute sécurité et vous accompagner. Voilà, mon rôle, c'est vraiment vous accompagner sur une mise en lumière de votre histoire de vie, des objectifs que vous souhaitez atteindre en fonction de votre problématique. Vraiment, les séances sont très personnelles, elles sont individuelles au sein du cabinet. Et à la première séance, en fait, on fait un bilan de votre histoire de vie, de vos émotions, de vos ressentis et des objectifs que vous souhaitez atteindre, ou s'il y a un blocage dans un ou plusieurs domaines de vos vies, de votre vie. Et la sophroanalyse, en fait, va aider en cela. Je vais vous expliquer un peu plus en détail par la suite. Mais le postulat de départ, c'est ça, en fait. C'est une rencontre déjà entre vous et moi, où moi, je suis là, à votre écoute, à votre disposition, pour cheminer ensemble et avoir une prise de conscience sur les blocages que vous pouvez éventuellement encore avoir, même si vous avez déjà fait un travail personnel au préalable avec d'autres techniques, que ce soit sophro, hypnose, psycho ou autre, ou pas du tout fait de travail personnel en amont. On verra ça ensemble lorsque l'on se rencontrera. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Donc la sophroanalyse, c'est une approche spécifique du vécu intra-utérin. Donc, le vécu intra-utérin, c'est tout ce qu'on a vécu nous en tant qu'embryon et bébé quand on était dans le ventre de notre mère. Et les techniques permettent de remonter aux racines profondes des croyances ou des traumatismes qu'on a pu ressentir ou avoir liés à ces mémoires. Donc, les mémoires intra-utérines, les mémoires de la naissance a un impact, et les mémoires de la petite enfance. On sait aujourd'hui, il y a une multitude d'études qui ont montré que le bébé, même le fœtus, ressentait les choses quand on était dans le ventre, quand on est dans le ventre de sa maman. Au fur et à mesure du développement du bébé, le bébé ressent tout ce que la mère
ressent. En fait, il ne fait pas la distinction entre lui et la maman. Donc, tout ce qui peut se passer, toutes les émotions, il le prend pour lui. À la base, c'est le cerveau reptilien qui se développe. Et le cerveau reptilien, en fait, pourrait être le plus simple et la plus synthétique possible. Il fonctionne en état d'urgence, entre guillemets. Et le bébé est une éponge émotionnelle. Il réagit en mode binaire. Sensation agréable, sensation désagréable. Et en fonction de ça, il va le prendre pour lui et en faire quelque chose. Tout ça est inconscient. Hein, en sophranalyse, on travaille sur l'inconscient et tous les ressentis, c'est inconscient. Le bébé n'a pas les capacités encore psychiques et physiques pour analyser tout ce qu'il ressent, toutes les émotions, tout ce qu'il vit, que ce soit réel ou pas. Tout ça, c'est vraiment inconscient. Les capacités analytiques se mettent en place au fur et à mesure que l'on grandit et vraiment à partir de 12 ans, pas avant. Donc, la sophroanalyse, elle va permettre de redéfinir en fait ces mémoires-là. C'est comme si en fait on allait faire ensemble une enquête et voir ensemble qu'est-ce qui vous bloque au quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous venez me voir et qu'est-ce qui fait qu'il y a des schémas répétitifs dans un domaine de vie personnel, professionnel? Il y a toujours quelque chose qui recommence, qui revient, toujours la même situation. On va partir à la recherche de ça. On va essayer de découvrir ensemble d'où cela vient. Donc, on va cheminer dans les différentes séances pour revenir à votre état embryonnaire, tout ce que vous avez pu ressentir quand vous étiez dans le ventre de votre mère, de la petite enfance et de l'enfance. Et on va explorer en fait les racines de ces croyances-là, qui sont aussi héritées des injonctions parentales que l'on a pu recevoir. Et on en a tous reçu. Mais là encore, c'est inconscient. Les parents font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent et avec tout l'amour qu'ils peuvent donner à leur enfant. Parce qu'en plus, à partir du moment où il y a la conception, il y a derrière une volonté de donner la vie, dans la majorité des cas. Des cas où il y a violence ou ça c'est autre chose. Mais on va partir du postulat qu'on est dans la pulsion de l'amour, la pulsion de vie. Mais il peut arriver que la maman ressente un peu de stress, un peu de fatigue, qu'il y ait une dispute, tout un tas de choses. Et le bébé, en fait, va avoir des ressentis et des émotions. Et les empreintes intra-utérines viennent de ces ressentis-là. Et les ressentis, en fait, ou les stimuli peuvent être internes, via les hormones que la maman transmet au bébé. Ça peut être aussi des stimuli externes. Par exemple, est-ce qu'il y a du bruit à l'extérieur? Est-ce que la maman tombe? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a des disputes? L'environnement familial? Tout ça peut influer également. Et il y a des stimuli propres au bébé, à sa structure de personnalité. Le transgénérationnel peut également avoir des conséquences. Et le type d'accouchement aussi peut influencer. Et encore une fois, tout ça est inconscient. Et le bébé le prend pour lui, en fait, pour
pour se protéger. Et s'il vit des choses douloureuses, le bébé a décidé de vivre comme ça et de mettre en place des schémas comportementaux pour se protéger. Et l'idée première, outre de se mettre en sécurité, c'est d'avoir l'amour de ses parents. Ça, c'est important. Et toutes les décisions prises pendant cette période-là, encore une fois inconscientes, peut engendrer des comportements dans notre vie d'enfant et d'adulte et éventuellement provoquer des symptômes. Mais encore une fois, les empreintes intra-utérines, tous les ressentis que l'on vit pendant la gestation, elles ont toutes un côté positif et un côté négatif. Là encore, tout va dépendre de la coloration émotionnelle que l'on va y mettre, du filtre que le bébé va y mettre. Chaque personne réagit différemment, même à un même événement ou une même situation. On est tous différents, on a tous notre personnalité et on peut réagir positivement ou négativement. Là où il va y avoir un impact dans notre vie d'enfant et d'adulte, c'est quand le ressenti va être perçu négativement qu'il va être répété. D'accord? Même en étant enfant. Un événement qui se répète plusieurs fois et régulièrement peut entraîner une source de stress chez le bébé et donc engendrer une empreinte négative. Prenons un exemple. Le bébé est dans son berceau et il pleure. Normal. Maman ne vient pas tout de suite. Ou papa. Pour X ou Y raison, il peut y avoir des raisons tout à fait maman ou papa sont occupés ou dans une autre pièce, ne peuvent pas venir tout de suite. C'est OK. Mais admettons, bébé pleure et maman ne vient pas tout de suite, mais régulièrement. Le bébé, le seul moyen de communication pour lui passe par les pleurs au début. Et il est totalement dépendant de la maman. Il est en fusion avec elle. Donc, si maman ne vient pas, si cet épisode se répète, bébé ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas la capacité psychique d'analyser et de comprendre. Donc, il peut avoir la croyance limitante que maman, il n'y a pas de réponse, il y a du stress, maman ne vient pas. Cela peut entraîner une blessure d'abandon ou de rejet, parce qu'il est dépendant de l'adulte. Ici, on va au-delà, si on extrapole, cela peut provoquer une peur que maman ne m'aime pas, qu'il ne peut pas faire confiance aux femmes. Tout ça, c'est inconscient, qu'il y ait de danger ou pas de danger, que ce soit réel ou pas réel. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les mémoires intra-utérines vont rester longtemps en nous. Et tous les souvenirs, en fait, sont classés par thème. La peur passer un examen. Le premier ressenti que l'on va avoir pour un événement Y, si c'est négatif, va s'imprégner en nous et comme toutes les premières fois, va avoir une importance. C'est comme les premiers pas sur un champ de neige. Ça laisse une trace tout de suite. Les empreintes intra-utérines, il y en a plusieurs. Et on va travailler, l'objectif en séance, c'est de travailler ensemble, de voir laquelle la personne pense avoir de cette période-là. On va rechercher ensemble et regarder quelles incidences ça peut avoir dans son quotidien d'aujourd'hui. Est-ce que le blocage que l'on a dans sa vie perso ou professionnelle vient de cette empreinte-là ou pas?
Et on cherche pour chacune des empreintes le côté positif et négatif. Et on va donner une coloration différente, comme si on donnait une nouvelle paire de lunettes à la personne pour partir à la rencontre de sa vie, le livre de sa vie. Et tout du long du travail, en fait, cheminer ensemble pour prendre conscience de nos freins, de nos croyances, de nos peurs. Et petit à petit, en fait, c'est comme si on reconnaissait notre histoire sans jugement, sans culpabilité pour les parents ou pour soi. Et si notre objectif de séance, c'est de travailler sur la culpabilité ou la confiance en soi, on travaillera dessus. Mais c'est vraiment en fait voilà, une mise en lumière de notre vie pour presque renaître en fait. Parce qu'on va travailler aussi sur toutes les étapes en fait, de notre gestation, quand on était embryon jusqu'à l'accouchement. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est partir à la découverte de soi. Et c'est un travail de développement personnel, c'est vraiment une technique de dégagement. Donc, il peut y avoir des émotions fortes dans l'adolescence, mais je suis là pour vous accompagner et surtout vous mettre en sécurité. Et la technique permet vraiment une réconciliation. Une réconciliation avec son histoire, avec l'histoire de ses parents, et partir à la rencontre de soi-même, pour être soi, vraiment soi, trouver sa place dans ce monde. C'est presque une thérapie de l'amour, en fait, l'amour pour soi et en priorité, et l'amour pour ses parents aussi. Mais voilà, c'est s'il y a un traumatisme ou des croyances limitantes, par exemple, on a comme empreinte utérine d'être un enfant vivant après la mort d'un jumeau. Ce qui arrive, à peu près 10-20% des grossesses où il y avait un jumeau et pendant les toutes premières semaines, le jumeau meurt et on reste tout seul dans le ventre de notre maman. Ça peut entraîner des répercussions dans le quotidien de l'enfant, la vie de l'enfant et de la vie d'adulte. Donc le côté positif, ça peut être je prends toute ma place, je vis pour deux, je suis un battant, un gagnant, j'ai de la force. Et le côté négatif, ça peut être un sentiment d'incomplétude, un sentiment de vide, avoir des difficultés pour faire des choix. Donc on achète toujours par deux, parce qu'on ne sait pas choisir. Et inconsciemment, on a besoin de faire les choses comme si on était deux. Ça peut être aussi rechercher l'âme sœur, parce qu'en réalité, on cherche son jumeau, inconsciemment, bien sûr. Et on peut avoir des croyances limitantes sur l'amour, tel que l'amour égale souffrance, ou rejet, ou trahison. Parce que moi, je suis vivant alors que mon jumeau est mort. Pourquoi? Donc, on va chercher, en fait, tout ça. Quelle est votre empreinte intra-utérine qui vous bloque? Et on va travailler à se donner des permissions. Alors, il y en a d'autres d'empreintes intra-utérines, si on a été un enfant désiré, non. C'est pareil, il y a des répercussions positives et négatives. Si on est un enfant né après un deuil,
c'est si on a un enfant qui vient trop tôt ou trop tard dans la vie du couple, si on vient au sein d'une famille nombreuse, donc on va travailler sur quelle est notre place, s'il y a un deuil pendant la grossesse, voilà, tout ça a des répercussions et des incidences possibles. Donc le travail en séance va être d'identifier cela et de travailler à se donner donc des permissions. Quand ça fait mal dans notre quotidien, après l'avoir identifié, on va travailler sur « je m'autorise à »,« je suis capable de »,« j'ai le droit de ». Ça va bien au-delà de la pensée positive, si vous connaissez cela. Travailler également en sophrologie. Là, en fait, on va travailler aussi avec son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas d'adulte à adulte, mais d'adulte qui va parler à son petit, à son bébé. À travers les voyages sophroniques ou les techniques d'analyse transactionnelle, on va vraiment parler à son soi petit, à son enfant intérieur, pour le réveiller, lui parler, le sécuriser. Et ça va permettre, ça va aider en fait à créer un nouveau chemin, des nouvelles croyances, en ajoutant des nouvelles références à notre vie. En fait, l'enfant intérieur dans l'analyse transaction, dans la sophro-analyse est vraiment importante. On va beaucoup travailler avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire également pendant les séances? On va travailler sur les injonctions que l'on a pu percevoir. Toujours, c'est toujours inconscient, hein, les ressentis qu'on a pu ressentir quand on était dans le ventre de notre maman. Les injonctions, il en existe 12. Je peux vous donner quelques exemples comme ça. On peut avoir le ressenti, que ce soit fondé ou infondé, réel ou pas réel. On n'est pas là pour juger. Pendant les séances, de toute façon, c'est votre corps qui va parler. Parce que mentalement, on peut se dire, ben moi j'ai la sensation ou le ressenti de ne pas être important, de ne pas avoir ma place au sein de la famille, de ne pas réussir à m'imposer dans mon travail, avoir la sensation de ne pas appartenir à un groupe, de ne pas avoir le droit de penser ou de ressentir. Tout ça, ce sont des injonctions. Donc mentalement, on peut penser en avoir une, mais avec un protocole spécifique, c'est votre corps qui va parler. Vous allez ressentir des émotions, des choses, et là, vous allez dire, OK. Donc là, bah, je ressens, par exemple, ne soit pas important. Ensemble, on va travailler là-dessus. Je vais vous poser des questions et vous accompagner pendant la séance. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va travailler également sur ce qu'on appelle les messages contraignants qu'on a tous reçus, sans exception. On les a quasiment tous reçus en étant enfants. C'est des messages verbaux, en fait, qu'on a entendus et reçus de la part de nos parents, à l'école, frères, sœurs, famille, amis, quand on était enfant. Et c'est contraignant dans le sens où l'enfant se sent obligé d'y obéir. Il y croit et il se sent obligé d'y obéir pour rester dans l'amour de ses parents. Parce que ça le sécurise et que voilà, tout ce que l'on souhaite et ce que l'on cherche quand on est petit, c'est d'avoir l'amour de ses parents. C'est une question de survie en fait.
Mais ces messages contraignants peuvent être fluides et tout est OK, ou certains peuvent être handicapants ou pesants dans le quotidien. Et là, ça nous embête. Ces messages contraignants, c'est le fameux « sois parfait », le « sois fort »,« dépêche-toi »,« fais plaisir »,« fais des efforts ». On les a tous reçus et on a tous fait ça dans notre quotidien. Là où ça pêche, c'est quand ça nous engendre nous du stress ou que ça nous met dans un état émotionnel négatif et qu'on sent qu'on a besoin de travailler là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va travailler également sur les résistances. Les résistances qui sont là pour une bonne raison. Donc les résistances, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être mentales, les fameuses pensées boucles, ou elles peuvent être physiques. Dans une situation précise, j'arrive toujours en retard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive toujours en retard. Ou ça peut être je m'endors. Bon, et ben là, l'inconscient, parce que la résistance vient de l'inconscient, ça nous dit bon, ok, là, il y a besoin de protéger. C'est un peu trop tôt pour y aller. Donc, on va y aller en douce. Et les résistances, elles sont à la fois notre ennemi parce qu'elles nous empêchent d'être soi et d'obtenir ce qu'on veut. Mais elles sont également nos amis parce qu'elles sont là pour nous protéger. Elles ont vraiment un rôle et c'est important. Donc, on va mettre la lumière dessus, en prendre conscience et on va discuter avec notre résistance. On va essayer de s'en faire une amie. Donc, toujours en travaillant en étant en état souffrance-luminal, donc entre la détente et le sommeil, afin que l'inconscient soit un petit peu moins vigilant. Sachant que pendant les séances, on est toujours conscient de ce que l'on fait. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut être rassuré. Et donc, on va envoyer des messages à l'inconscient, on va envoyer des images et on va chercher des informations. On va essayer de rassurer notre résistance en discutant avec elle, essayer de voir quels sont ses freins, de quoi elle a besoin. Et comme tout à l'heure, quand je vous disais qu'on allait rassurer et discuter avec notre enfant intérieur, bon, on va faire un petit peu la même chose avec la résistance. Tout ça dans l'objectif d'aller toujours à la rencontre de soi et de se libérer des schémas répétitifs qui nous encombrent, qui nous embêtent, qui nous empêchent d'être soi, d'avancer. C'est toujours dans ce sens-là. Après, pour vous donner d'autres exemples de consultation en sophroanalyse, ça peut être donc, comme j'en parlais tout à l'heure, le syndrome du jumeau perdu, qui peut entraîner donc le sentiment d'incomplétude, de vide, extrême difficulté à faire des choix, la dépendance affective aussi. Autre motif, ça peut être la claustrophobie, la peur du vide, la peur du noir, la peur de l'eau, la peur de se noyer. Des difficultés à s'engager aussi. Pareil, dans sa vie perso, dans les différents postes professionnels que l'on accepte. Chose importante aussi, ça aide énormément à renforcer la confiance en soi et l'estime de soi, libérer son plein potentiel.
Ça peut aider quand on a des difficultés, donc comme je vous disais tout à l'heure, à trouver sa place au sein de sa famille ou de son travail. Voilà, tout ce travail, en fait, permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre son mode de fonctionnement, quels sont les freins, les croyances limitantes, et avoir une meilleure connaissance de nos vécus passés, donc intra-utérin, petite enfance, qui entraînent des conséquences aujourd'hui. Donc c'est vraiment une mise en lumière et un éclairage et un cheminement va petit à petit, en douceur, ensemble. Je suis là pour vous accompagner dans ce sens-là. Après, concrètement, comment se passe une séance? Donc, je reçois à la maison Cocon et Papillon le samedi matin. Donc, les techniques sont toutes faites pour vous mettre en sécurité, dans un état de détente, cocon, vraiment dans une ambiance sécure. Alors, vous êtes en position assise ou allongée, ça dépend des techniques et du travail que l'on va faire ensemble. Certaines nécessitent d'être allongées, d'autres non. Et je vous guide avec ma voix pour les voyages sophroniques. Et puis, quand il y a d'autres travaux que l'on peut faire ensemble sur les messages contraignants ou les permissions, où là, on travaille toujours en état sophronial, mais sans voyage sophronique. Voilà. Dans certains cas, on peut même utiliser les fleurs de Bach si les remontées émotionnelles sont un petit peu trop fortes. Voire le FT. Voilà. Et à la fin de la séance, il y a un temps d'échange qui est dédié pour mettre en lumière et identifier ce que vous avez ressenti pendant la séance. Et on peut même, je prévois du matériel artistique, des feuilles, crayons de couleur, pâte à modeler. Parce que parfois, à la fin de la séance, c'est pas toujours évident de mettre des mots. On ne peut pas toujours expliquer ce qu'on a ressenti. Donc, en passant par le dessin ou par les mains, là, on fait parler le corps aussi et notre enfant intérieur, on libère encore un petit peu plus. Ça permet de continuer de laisser s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer. Voilà. J'ai essayé de faire le tour un petit peu de qu'est-ce que c'est que la sophroanalyse et comment se passent les séances et comment je peux vous accompagner au mieux pour partir à la découverte de soi, de son histoire de vie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'éclaircisse certains points. J'essaierai d'y répondre au mieux. Je suis à votre écoute. Il y a le chat aussi, vous pouvez poser des questions sur le chat. Je regarde si les messages. Pas de message, pas de questions. Écoutez, au plaisir de cheminer ensemble et de vous rencontrer. À bientôt. Alors, je vous mets juste mes coordonnées. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc, j'ai remis mon nom,
Sophie Rakowski. Donc, les consultations le samedi matin. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail si vous souhaitez m'envoyer un mail. Je vais glisser à l'écran quelques minutes. Et puis, donc les journées portes ouvertes virtuelles de la maison Coco et Papillon continuent demain. Rendez-vous dès demain matin. Donc c'est Marie-Laure qui débute la journée de dimanche à 10 h sur l'hypnothérapie pour les enfants. Donc elle va vous expliquer ce qu'elle propose. Voilà, encore une très belle conférence demain. Et bien, très belle fin de journée à tous et à bientôt.